Caleb, Emma, Josh et moi partageons une maison près du campus avec une fille prénommée Mia qui avait emménagé quelques semaines plus tôt. Elle était plutôt du genre discrète, du genre à rester dans son coin, mais elle était aussi extrêmement nerveuse. Elle sursautait au moindre bruit un peu trop fort ou si quelqu'un arrivait derrière elle sans prévenir. On l'avait tous remarqué, mais personne n'y prêtait vraiment attention. Ce vendredi-là, on était affalés dans le salon à boire des bières quand Caleb a parlé d'une vidéo de prank qu'il avait vue sur les réseaux. Des gars faisaient semblant de cambrioler la maison d'un ami pendant qu'il dormait, juste pour lui foutre une trouille monumentale. On devrait faire ça à Mia, a rigolé Emma. Elle sursauterait tellement qu'elle toucherait presque le plafond. On était trop bourrés pour réfléchir correctement, alors on a tous hoché la tête. Caleb est allé chercher un masque de ski de son costume d'Halloween et un faux couteau du même ensemble. En plastique, évidemment, mais dans le noir, ça pouvait facilement passer pour un vrai. Le plan était simple. Caleb ferait irruption dans la maison avec le masque, je filmerais discrètement avec mon téléphone, et on rigolerait tous après. Peut-être même qu'on posterait la vidéo si elle était assez drôle. Vers 23h30, Mia est allée se coucher. On lui a laissé un quart d'heure pour qu'elle s'endorme, puis Caleb a enfilé le masque. Il a claqué la porte d'entrée et a traversé la maison en faisant exprès de faire du bruit, comme si quelqu'un forçait l'entrée. « Reste tranquille et tu ne seras pas blessé », a-t-il crié. On a entendu la porte de la chambre de Mia se refermer violemment. Caleb s'est retourné vers nous, souriant sous son masque, puis il s'est engagé dans le couloir. Je l'ai suivi en filmant. Emma et Josh étaient juste derrière moi. Caleb a défoncé la porte de la chambre de Mia et s'est précipité à l'intérieur en brandissant le faux couteau. Ce qui s'est passé ensuite a duré peut-être 3 secondes, mais je me souviens de chaque détail. Mia s'est redressée d'un coup dans son lit, un vrai couteau de cuisine à la main. Elle a bougé plus vite que je n'aurais jamais cru possible. Une seconde, elle était recroquevillée, et la suivante, elle frappait comme si sa vie en dépendait. La lame s'est plantée directement dans le flanc de Caleb. Il a hurlé et a titubé dans le couloir. Le masque a glissé de son visage. Le sang s'est répandu sur son t-shirt alors qu'il s'effondrait contre le mur. C'est à ce moment-là que Mia a vu son visage. Elle a reconnu Caleb, mais rien ne l'a arrêté. Son regard était vide, complètement absent, comme si elle ne le voyait même pas vraiment. Elle a levé son couteau et l'a planté une seconde fois dans son dos. Emma a crié, suppliant Mia d'arrêter, lui hurlant que c'était une blague, un prank. Mais Mia ne s'est pas arrêtée. Elle a poussé un cri guttural, presque animal, et s'est tournée vers nous, le couteau encore dégoulinant de sang. Caleb rampait au sol, laissant derrière lui une traînée sombre sur le parquet. J'ai attrapé Emma et l'ai tirée en arrière. Josh avait déjà disparu. On a couru jusqu'à la salle de bain au bout du couloir. J'ai poussé Emma à l'intérieur et claqué la porte, la verrouillant au moment même où Mia frappait de l'autre côté. Elle a commencé à marteler la porte. Chaque coup faisait vibrer le bois un peu plus fort. « Ouvre la porte !» criait-elle. « Ouvre la porte tout de suite !»« Mia, s'il te plaît !» sanglotait Emma, plaquée contre le mur. C'était juste une blague. On ne voulait pas te faire de mal. Les coups se sont arrêtés. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle s'était calmée. Puis la poignée s'est mise à trembler violemment, comme si elle allait céder d'un instant à l'autre. Je lui ai murmuré qu'elle allait défoncer la porte, en cherchant désespérément une issue. La salle de bain avait une petite fenêtre donnant sur le côté de la maison. J'ai poussé Emma vers elle pendant que Mia secouait la poignée de plus en plus fort. Je l'entendais allaiter derrière la porte. Emma est passée par la fenêtre. J'étais à moitié dehors quand j'ai entendu le bois se fendre. La porte était en train de céder. Je suis tombée dans les buissons et Emma m'a tirée par le bras pour me relever. On a contourné la maison en courant, le cœur battant à tout rompre, la respiration coupée par le froid. On a fini par appeler la police et les secours. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Mia assise par terre à côté de Caleb, couverte de son sang. Le couteau était posé à côté d'elle et elle se balançait d'avant en arrière. Les secouristes ont mis Caleb sur une civière et l'ont emmené en urgence. L'un d'eux nous a dit que si la lame avait été décalée d'1 centimètre, il serait mort. La police nous a séparés pour prendre nos témoignages. Et lorsqu'ils ont interrogé Mia, la vérité est tombée. 6 mois avant d'emménager avec nous, elle avait été agressée dans son ancien appartement. Un homme s'était introduit chez elle pendant qu'elle dormait et l'avait menacée avec un couteau pendant des heures. Elle n'en avait jamais parlé. Elle disait juste qu'elle n'aimait pas vivre seule. Son thérapeute a confirmé qu'elle souffrait d'un trouble de stress post-traumatique sévère. Elle faisait des crises de panique et ne pouvait pas dormir sans médicaments.
Elle gardait ce couteau près de son lit parce que c'était la seule façon pour elle de se sentir en sécurité, et nous avions recréé son pire cauchemar pour rire. Le détective n'arrêtait pas de nous demander pourquoi on avait cru que c'était une bonne idée. Je n'avais aucune réponse. Caleb est resté une semaine à l'hôpital. À sa sortie, ses parents ont voulu porter plainte contre Mia, mais le procureur a conclu à de la légitime défense. Elle croyait sincèrement qu'elle était attaquée. Mia a déménagé le soir même. Je ne l'ai jamais revue. La maison n'a plus jamais été la même. On voyait encore des traces de sang dans le couloir, même après avoir frotté des dizaines de fois. Emma est partie la première, puis Josh. Caleb a abandonné ses études. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il suivait une thérapie pour stress post-traumatique. Je ne peux même plus regarder des vidéos de pranks sans avoir la nausée. Cette nuit-là m'a appris quelque chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Jouer avec la peur de quelqu'un, c'est toujours un pari. On croit que c'est inoffensif, qu'on en rira plus tard, mais on ne sait jamais vraiment ce qu'on est en train de réveiller. Depuis ma première année, je rêvais de faire partie du cercle de Jessica. Elle était un peu imprudente, mais cool, toujours bien entourée, avec ce charisme qui faisait que même les profs l'adoraient. Alors quand j'ai été assignée à partager une chambre avec elle en deuxième année, j'ai eu l'impression de décrocher le gros lot. Notre troisième colocataire s'appelait Léa. Une fille discrète, toujours dans son coin. Elle était gentille, mais franchement ennuyeuse, et Jessica détestait l'ennui. Après plusieurs tentatives ratées pour l'entraîner en soirée, Jessica a commencé à s'agacer. « C'est comme vivre avec un fantôme », répétait-elle. Un soir, elle marmonnait encore à propos de Léa, la traitant de fille coincée, et je riais nerveusement pour suivre le mouvement. Puis, au milieu de cette discussion qui se voulait légère, Jessica a parlé d'un logiciel d'IA capable de créer des vidéos ultra réalistes de n'importe qui en train de faire n'importe quoi. Elle a lancé l'idée comme ça. Et si on faisait passer notre coloc pour quelqu'un de beaucoup moins innocente qu'elle en a l'air? Je lui ai dit que c'était franchement malsain. Jessica a levé les yeux au ciel. « C'est juste une blague, détends-toi, ce sera drôle. » J'aurais dû l'arrêter. À la place, je suis restée là, à regarder Jessica créer les vidéos. La première montrait Léa en train de voler des manuels à la librairie du campus. La suivante la faisait tricher pendant un examen, puis il y en a eu une autre où elle embrassait un jeune professeur. Au matin, les vidéos circulaient déjà partout, dans les groupes de discussion, sur les forums du campus, jusque dans les boîtes mail des profs. À l'heure du déjeuner, des gens la filmaient quand Léa passait devant eux, ajoutant des légendes comme menteuse repérée. Je l'ai vue ce soir-là. Elle était détruite, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Les yeux rouges, les mains tremblantes. « Ce n'est pas moi, je ne ferai jamais ça », répétait-elle. J'ai dit à Jessica qu'on devrait peut-être tout avouer. Elle a soupiré, agacée. « Ne gâche pas la blague, relax. Demain, tout le monde sera passé à autre chose. » Mais ce ne fut pas le cas. Cette nuit-là, Léa n'a pas dormi. Je l'entendais marcher dans la chambre pendant des heures, murmurant que les gens la regardaient à travers leurs écrans. Vers minuit, la porte s'est ouverte d'un coup. Je me suis redressée en sursaut. Léa se tenait dans l'embrasure, éclairée par la lumière du couloir. Dans sa main droite, elle tenait les ciseaux de cuisine qu'on utilisait pour ouvrir les colis. Jessica a murmuré son prénom en se frottant les yeux. « C'est toi? Tu as fait les vidéos ?» a dit Léa, la voix brisée. Jessica a ri nerveusement. « Ok, calme-toi. Personne n'a rien fabriqué. Tu paniques pour rien. » Léa a crié qu'elle mentait, qu'elle savait qu'elle avait utilisé ce programme. J'ai essayé de calmer la situation. C'était mon visage, a hurlé Léa. « Ma vie, pose les ciseaux s'il te plaît. On peut arranger ça. » C'est partout, sanglotait Léa. Les gens n'arrêtent pas d'en parler. Matthew a déchiré mon devoir aujourd'hui. Il a dit que ça ne servait à rien de faire semblant si je couche pour avoir des bonnes notes. Le doyen veut me voir demain. J'ai pensé que je pourrais en finir ce soir. Puis elle a ajouté d'une voix glaciale « Mais même si je disparaissais, tu continuerais. Tu ferais d'autres fausses Léa juste pour t'amuser. » J'ai senti mon estomac se nouer. Elle avançait vers Jessica, levant les ciseaux. Elle s'est arrêtée un instant, les yeux injectés de sang, puis elle a hurlé comme une bête affamée et s'est jetée sur elle. Le reste de la scène s'est déroulé dans un chaos total. Quand la sécurité est arrivée, Léa a dû être arrachée à Jessica, encore vivante, mais grièvement blessée. Jessica est restée 1 mois à l'hôpital. Léa l'avait poignardée au ventre, provoquant 20 points de suture, un crâne fracturé et de nombreuses blessures. Jessica a été expulsée pour les vidéos truquées. J'ai quitté l'université peu après. Léa a été inculpée pour agression,
son avocat parlant d'un effondrement psychologique dû au harcèlement. Aujourd'hui, Léa est internée en hôpital psychiatrique. Sa vie est brisée parce qu'on a cru qu'une blague serait drôle. C'est arrivé l'été de mes 17 ans. Mon cousin Evan est venu passer le week-end chez nous. Il avait toujours été du genre très peureux. La nuit, les insectes, tout ce qui bougeait un peu le mettait mal à l'aise. Mes amis et moi avions l'habitude de nous moquer gentiment de lui. À l'époque, je trouvais ça inoffensif, juste pour rire. En tout cas, c'est ce que je croyais. Derrière notre maison se trouvait un vieux cimetière datant des années 1800. La plupart des gens ignoraient même son existence. Il était dissimulé derrière des arbres épais et une vieille clôture rouillée. Les tombes étaient très anciennes, les pierres couvertes de mousse, et personne n'y mettait jamais les pieds, sauf peut-être une fois par an pour les commémorations. Le vendredi soir, on regardait des films d'horreur quand Evan s'est mis à parler d'une fille de son lycée, Madison. Il avait un énorme béguin pour elle, mais n'osait absolument rien tenter. C'est là que l'idée m'est venue, le piège parfait. Dans le garage, j'avais un vieux mannequin d'Halloween, assez réaliste dans l'obscurité. Mon plan était simple. L'installer sur un banc en pierre près de la clôture du cimetière, puis faire croire à Evan que Madison voulait le retrouver là-bas. Il verrait le mannequin, paniquerait, et moi je filmerais toute la scène. Le samedi après-midi, pendant qu'Evan jouait à l'intérieur, j'ai tout préparé. J'ai assis le mannequin sur le banc comme s'il était affalé et je lui ai mis une vieille veste de ma mère. Le banc se trouvait à une 50aine de mètres de la clôture, entouré de tombes envahies par la végétation. L'ensemble était vraiment glauque et j'avais hâte de voir la réaction d'Evan. Ce soir-là, vers 22h30, je lui ai envoyé des messages depuis un faux numéro en me faisant passer pour Madison. Je l'ai un peu dragué, puis je lui ai proposé de me retrouver au banc du vieux cimetière à 23h. Il m'a dit que Madison voulait le voir au cimetière à 23h, tout sourire, et m'a demandé si je venais avec lui. J'ai haussé les épaules en disant que le cimetière à cette heure-là sentait le piège. Il a insisté, toujours aussi enthousiaste, expliquant qu'il ne voulait pas y aller seul. J'ai fait semblant d'hésiter, puis j'ai accepté en plaisantant. S'il n'y avait personne, il me devait des pâtes au fromage. On a pris des lampes torches et escaladé la clôture peu avant 23h. Le silence était total, seulement troublé par les grillons et le vent. Le cimetière était juste assez éclairé pour distinguer des formes, tout le reste n'était que des ombres. On avançait entre les tombes, nos lampes découpant la nuit. Evan consultait sans cesse son téléphone, me demandant si je pensais que Madison était déjà là. Quand on s'est approché du banc, j'ai dirigé ma lampe dans sa direction. Mon estomac s'est noué instantanément. 2 silhouettes étaient assises là. L'une était le mannequin, exactement à l'endroit où je l'avais laissé. Mais juste à côté se trouvait un homme, parfaitement immobile, la tête penchée sur le côté. Il fredonnait une berceuse, doucement, lentement, comme s'il essayait d'endormir un bébé. J'ai murmuré, à moitié paniqué, que Madison avait peut-être amené son frère. Evan m'a lancé un regard noir. Ce n'était pas drôle. J'ai fait semblant de rester calme, disant que c'était sûrement rien. Soudain, l'homme a cessé de fredonner. Son cou a émis un horrible craquement lorsqu'il s'est tourné vers nous, comme si ses os refusaient de bouger. Le faisceau de la lampe a éclairé son visage, et j'ai senti mon cœur se figer. Ses yeux étaient brillants, humides, et un liquide s'en écoulait, coulant sur ses joues et reflétant la lumière. Il a tendu la main et a caressé les cheveux du mannequin avec une tendresse écœurante, comme s'il touchait un être cher. Puis, il a murmuré d'une voix douce que sa femme lui ressemblait beaucoup quand il l'avait tuée. Le sang s'est glacé dans mes veines. Pendant une seconde, Evan et moi sommes restés figés, incapables de réagir, l'homme nous fixant avec un sourire cruel. Le cri d'une chouette a résonné non loin, et j'ai compris que ma plaisanterie était allée beaucoup trop loin. Evan m'a chuchoté, paniqué, pourquoi il y avait un mannequin sur ce banc et qui était cet homme. Je n'avais aucune réponse, je lui ai seulement murmuré qu'on devait partir. L'homme s'est levé et a commencé à avancer lentement vers nous. Il parlait calmement, nous disant de ne pas avoir peur et de venir nous asseoir avec lui pour chanter tous ensemble. J'ai attrapé Evan par le bras et on s'est mis à courir comme si notre vie en dépendait. Derrière nous, des pas écrasaient les feuilles mortes, accompagnés d'un rire glaçant qui résonnait de plus en plus fort. Evan est tombé, mais je l'ai relevé d'un coup sec. Les pas se rapprochaient, le rire ne s'arrêtait pas. On a atteint la clôture et on s'est jeté par-dessus. Quand je me suis retournée, l'homme se tenait là, agrippé au barreau, une main passant entre les barres. Il riait encore, nous faisant signe de la main. De retour à la maison, on a verrouillé toutes les portes et allumé toutes les lumières.
On n'a pas dormi de la nuit. Une fois un peu calmé, j'ai avoué la blague à Evan, les faux messages, le mannequin. Il était furieux, et à juste titre. Je lui ai juré que je n'avais aucune idée de qui était cet homme. Le lendemain matin, j'ai réalisé que j'avais perdu mon téléphone. J'ai dû retourner au cimetière, seule, en plein jour. Le mannequin avait disparu, le banc était vide, mon téléphone était posé dans l'herbe, l'écran fissuré. Je n'ai jamais rien dit à mes parents. Je savais qu'ils me reprocheraient d'avoir été stupide et d'avoir mis nos vies en danger. Evan ne m'a pas parlé pendant une semaine. Aujourd'hui encore, il ne reste jamais dehors après la tombée de la nuit. Je sais que lui aussi repense souvent à cet homme, à la façon dont il caressait les cheveux du mannequin comme quelque chose de précieux, et à ce qu'il a dit avoir fait à sa femme. Il y a environ 5 ans, ma mère a commencé à fréquenter un homme qu'elle avait rencontré sur un site de rencontre. Les rencontres en ligne ne me posent aucun problème en soi. À cette période, je venais moi-même de commencer à sortir avec une femme qui est devenue plus tard mon épouse, et nous nous étions rencontrés en ligne également. Mais ma copine et moi n'avions jamais apprécié cet homme. Dès le premier jour, quelque chose nous dérangeait chez lui. Nous ne le trouvions pas méchant ou agressif, simplement étrange. Il était très silencieux, gardait souvent les yeux fermés, et disait parfois des choses inhabituelles. Par exemple, il proposait un chocolat à ma compagne, en prenait finalement un pour lui, le mettait dans sa bouche, fermait les yeux, et laissait échapper un léger gémissement pendant qu'il fondait. Ce genre de comportement frôlait l'inapproprié. Cela me rappelait certaines personnes en situation de handicap que j'avais connues dans ma vie. Et je le dis sans aucune intention péjorative. Cela me faisait surtout me demander à quel point cet homme maîtrisait réellement ses pensées et ses paroles. Un jour, ma femme et moi rendions visite à ma mère lorsqu'elle a été appelée au travail en urgence. Nous sommes donc restés dans la maison en attendant. Son compagnon était présent, mais il a passé plusieurs heures enfermé dans sa chambre, porte fermée. Nous entendions parfois quelques bruits, mais la plupart du temps, on aurait dit qu'il restait simplement allongé là, sans bouger. Cela nous a profondément mis mal à l'aise, sans que nous sachions vraiment comment réagir. Nous avons fini par attendre que le temps passe, en nous disant qu'il faudrait peut-être être plus accueillant la prochaine fois. Peu avant Noël, ma mère et cet homme ont commencé à rencontrer des difficultés. Ma femme et moi étions chez elle pour les fêtes. Elle nous a raconté tous ses problèmes avec lui. Nous avons écouté attentivement, donné notre avis et suggéré qu'elle serait peut-être mieux sans lui. En réalité, elle avait déjà pris sa décision. Elle avait prévu de rompre avec lui le soir du réveillon de Noël. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Elle avait tout planifié dans les moindres détails, jusqu'au jour exact, et nous expliquait tout cela, surtout pour obtenir notre approbation. Ce qui me faisait sourire, c'est qu'elle nous avait invités chez elle pour le week-end des fêtes. Nous allions donc nous retrouver au milieu de la situation juste après la rupture. Impossible de ne pas imaginer le pire scénario possible. Nous avons passé la nuit chez ma mère, puis sommes partis tôt le matin de Noël pour aller chez mon père. Nous ne comptions pas y rester, mais une grosse chute de neige nous a bloqués, ce qui s'est finalement révélé être une bonne surprise. Nous avions évité toute discussion sur la rupture la veille au soir et étions partis dès le lever du jour, plutôt soulagés de nous retrouver coincés chez mon père. Le lendemain, dès que les routes ont été praticables, nous sommes repartis. Ma femme a alors suggéré que nous passions voir ma mère en chemin, juste pour s'assurer que tout allait bien. Elle avait un très mauvais pressentiment concernant cet ex-compagnon, et je ne pouvais pas lui donner tort. Tout ce week-end ressemblait à un scénario inquiétant. Les fêtes, la neige fraîche, les allées et venues de la famille. Avec ma mère et cet homme isolés ensemble, le risque nous paraissait soudain plus réel. La voiture de ma mère était dans l'allée, mais cela ne signifiait pas grand-chose. Elle habite assez près de son travail, pour s'y rendre parfois à pied. Elle ne verrouille jamais sa porte, ce qui m'exaspère. Alors nous sommes simplement entrés. C'est là que nous avons vu un liquide rouge s'écouler du distributeur d'eau du réfrigérateur. Le bac de récupération était plein, et le liquide débordait sur le sol, formant une large flaque. Ma femme a crié et j'ai paniqué. Pendant un instant, j'ai vraiment cru que quelque chose d'horrible s'était produit. La maison baignait dans une lumière étrange, sans bruit ni mouvement. J'ai appelé leur nom, sans réponse. Une angoisse sourde me nouait l'estomac, et l'idée du pire devenait difficile à ignorer. Avec beaucoup d'appréhension, j'ai ouvert le congélateur. À l'intérieur, il y avait un sachet de cerises surgelées, ouvert et mal placé, qui était tombé contre le distributeur de glace et avait commencé à fondre. Ma mère était simplement sous la douche,
en train de se réchauffer. L'ex-compagnon, lui, n'était plus là. Nous lui avons parlé de l'histoire des cerises, ce qui l'a laissé perplexe. Elle nous a regardés bizarrement et nous a demandé de lui montrer. Elle nous a alors assuré qu'elle n'avait jamais acheté de cerises surgelées. Elles ne lui appartenaient pas. Nous pensons que cet homme les a achetées, ouvertes et volontairement disposées dans le congélateur pour qu'elles fondent et donnent cette impression troublante, comme une sorte de geste silencieux, lourd de sens.